Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 25e épisode du podcast Moi je suis coach, cette fois-ci avec Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour Elliot. Tu vas Bonjour bien à tous. Ça va bien, merci, parfaitement, en cette fin de saison. on va revenir sur ton parcours qui est comme d'habitude et sur plein d'autres choses, surtout sur d'autres choses, ça qui va être cool dans cet épisode-là. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors Thomas Andrieux, 48 ans, un ancien joueur professionnel pendant 15 saisons, formé dans un petit club à Aubenas, dans mon Ardèche natale, jusqu'à 10 à 18 ans et mon départ vers l'Asvel. Je suis resté 3-4 saisons. J'ai basculé avec le groupe professionnel et Grégor Beugnot à l'époque, et toute l'équipe qui a rallié le Final Four en 97. Et puis j'ai basculé ensuite dans le monde professionnel à 100%. Et je suis passé dans différents clubs, déjà dans la Loire à l'époque à Saint-Étienne, évidemment la Chorale de Roanne, Poissy, et j'ai terminé ma carrière à Boulazac. J'étais passé aussi à Châlons-Champagne, à Reims également, donc un parcours assez riche. J'ai pris ma retraite de joueur en 2010 au BBD, pour ensuite tout de suite prendre en main le centre de formation qui était créé de toutes pièces à l'époque à Boulazac. Je suis resté 7 ans à la formation. Ensuite, j'ai basculé avec l'arrivée de Claude Bergeau en tant qu'assistant coach quand le club est monté de Pro B en Pro A sur la saison 2017-2018. Et puis, j'ai pris en main l'équipe du BBD en Pro A en 2018. Donc, je suis coach professionnel depuis la saison 2018-2019. 3 saisons au BBD, 2 saisons et quelques mois au Champagne Basket et mon arrivée l'été dernier à la Chorale de Roanne. Voilà. C'est une introduction parfaite, hein. Parfaite. On va aborder plein de choses sur le podcast, comme je l'ai dit dans cet épisode-là. Mais tout d'abord, la question que je pose presque tout le temps, introduction. Toi, le basket, il est arrivé quand dans ta vie? Tout petit, du coup? Moi, il fait partie intégrante de ma vie. J'ai ma famille qui baigne dans le basket, donc j'ai réellement grandi avec une balle de basket. Je suis né avec une balle de basket dans les mains. Mon papa était un ancien joueur de très bon niveau. J'ai mon oncle qui avait côtoyé l'équipe de France à Prime à l'époque, qui était passé par le club de Hyères dans les années 80. Ensuite, c'est mon papa qui m'a entraîné, qui m'a formé à Aubenas, étant jeune, avant mon départ pour l'Asvel. Et voilà, j'ai mon frère aussi, mon plus jeune frère, Nicolas, qui est toujours à Aubenas, qui a joué en National 3, National 2. Ma maman a également joué au basket. Et voilà, par ce biais-là, on a touché un petit peu à tous les postes. Et donc, voilà, le basket, c'est 100% de ma vie et ce, depuis très, très longtemps. Voilà. On va pas revenir sur tout ton parcours de joueur, mais rapidement, est-ce que tu peux te décrire, toi, ton style en tant que joueur? En tant qu'ancien joueur? Ouais. Alors moi j'étais un joueur, on va dire, polyvalent sur les postes arrière ailier, poste 2-3. J'étais un arrière de grande taille. Plutôt bon défenseur, avec une qualité d'adresse importante, puisque j'avais remporté le concours de tir à 3 points en 2009 à l'époque, alors que je portais les couleurs de Boulazac en Pro B. Et puis c'est surtout la caractéristique, c'était que j'étais un joueur d'équipe et que je souhaitais la gagne avant tout, donc pas mal d'expérience sur les 2 divisions, Pro A et Pro B. Mais j'essayais d'être un joueur relativement complet, mais ma caractéristique première, c'était mon adresse au tir. Est-ce que quand tu jouais déjà, tu avais l'aspect, tu te disais, vas-y, moi, plus tard, je continue dans le basket, voire être coach? Oui, T'avais déjà ce chip-là? c'était bien avant même la fin de ma carrière et ma retraite au BBD. Je crois que entraîneur et coach, c'est peut-être davantage une vocation chez moi que d'être ancien, qu'être joueur professionnel. Ah ouais? Ouais, c'était quelque chose que j'ai toujours entraîné, même étant jeune à Aubenas, avant de partir pour l'Asvel. J'encadrais des camps qui étaient encadrés par mon papa. Et puis, on donnait toujours un petit coup de main quand on est dans le secteur associatif et dans un petit club. On tient la table de marque, on est arbitre, on est entraîneur, on est un peu touche à tout. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Même quand j'étais joueur professionnel, je gardais mes scouting reports basés sur l'adversaire, tout ce qui était présentation de match, etc., etc. Donc voilà, le jeu en lui-même m'a toujours intéressé. Et puis, je suis tout simplement un passionné de basket. J'ai beau passer mes journées à la salle à préparer mon équipe pour les futures échéances. Dès qu'il y a un match qui passe à la télé, évidemment, le basket reste roi.
Et justement, du coup, c'est à quel moment que tu t'es dit, moi, je vais faire ça, c'est à la fin de ta carrière, quand à Boulazac tu signes, tu te dis, moi, directement après, je vais faire la transition vers le coaching? Bah, disons que je voulais tout de suite embrayer. C'est l'avantage aussi de savoir ce qu'on souhaite faire, parce que on dit bien que la retraite d'un ancien, pas seulement basketteur professionnel, mais sportif professionnel en général, c'est une petite mort, la retraite sportive. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai très bien vécu, parce que j'ai su tout de suite que je voulais basculer dans le coaching, et notamment dans la formation. Ayant connu beaucoup de choses dans le milieu professionnel, en ce qui me concerne, c'était moins intéressant pour moi de basculer en tant qu'assistant coach au départ. Je voulais être vraiment maître à bord et prendre en main un projet de A à Z, parce que j'avais déjà dans l'idée de basculer en tant qu'entraîneur professionnel. Et c'est cette année de formation au BBD sur les espoirs en National 3, puis sur les espoirs en Pro A lorsqu'on est monté. Ça a été très très riche en termes d'expérience. Donc voilà, je changerai pour rien au monde mon parcours. C'est vrai que ça a été un petit peu long. Je pense que j'aurais pu prétendre un petit peu plus tôt à prendre une équipe en main dans le monde pro. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de voyager. Donc ça fait 15 ans que j'ai arrêté ma carrière. 15 ans déjà que je coach. Et pour moi, je pense que c'est intéressant de voir tout ce parcours-là initiatique et intéressant. Ouais. Et justement, quand tu fais la transition de joueur à entraîneur, c'était déjà inscrit dans ton contrat qu'après, tu allais faire la bascule ou pas du tout? Parce que dans Non, non, différents non. épisodes, moi, il y a ce qui me paraît intéressant en plus, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui me racontent ça. Et toi, il y avait déjà ça ou pas? Alors non, pas du tout, c'était pas acté. Euh, Par contre, j'avais cette petite idée derrière la tête, parce que faut savoir que Boulazac, c'était ce qu'on dit, un appel, un club champignon qui est monté très très vite, qui a connu vraiment une ascension fulgurante, notamment sur l'équipe professionnelle. Mais par contre, il y avait tout à construire, que ce soit sur le secteur associatif et aussi évidemment sur le centre de formation, parce qu'en 2010, c'est l'année zéro du centre de formation. Il y a eu l'agrément qui est tombé. Et par contre, je sais que je voulais tout de suite coacher au niveau senior, et de savoir que je pouvais prendre en main l'équipe de National 3 qui montait les pré-nationales en National 3 avec un règlement où il fallait 4-5 joueurs de moins de 21 ans dans l'équipe. Pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment très très intéressant, au même titre que recruter aussi des joueurs U18, essayer d'installer et d'inscrire voilà on va dire une ossature dans un club qui découvrait le haut niveau. Voilà, le BBD, c'était un jeune club à ce stade-là, et il y avait tout à construire. Donc pour moi, ça me correspondait parfaitement. Donc à l'époque, c'était Sylvain Lautier, l'entraîneur de l'équipe professionnelle. Sylvain m'avait proposé de faire une année supplémentaire dans le groupe professionnel en tant que joueur, où il m'avait dit, il y a cette place-là qui se crée au niveau du centre de formation, et j'aimerais bien te conserver aussi dans le staff. Donc à l'époque, j'avais le centre de formation, l'équipe nationale 3, et dans le même temps, je donnais aussi un coup de main à l'équipe professionnelle en tant que deuxième assistant au contact de Sylvain. Ça me permettait d'apprendre aussi le métier d'entraîneur. Justement, à Boulazac, tu vas prendre ton temps, mais tu vas bien évoluer. Tu vas connaître, tu l'as dit, bah, le centre de formation et être assistant. C'est quoi, toi, ce qui t'a marqué le plus quand tu as commencé à entraîner? C'était quoi les principes que tu voulais mettre en place? Alors, il faut distinguer la partie formation de la Ouais, partie forcément. professionnelle, bien entendu. Mais sur un niveau senior et déjà en National 3, ben, il y avait déjà de la compétition, puisque même si on est une équipe très jeune, où il fallait inscrire 5 joueurs de moins de 21 ans dans l'équipe, néanmoins, à l'époque, c'était des poules de 12 en National 3, il y avait 3 descentes. Donc, au lancement de la saison, vous avez 25% de chances de descendre. Et l'objectif était évidemment de se maintenir, parce que vous risquez de perdre l'agrément du centre de formation en cas de descente. Euh, L'idée ensuite, c'était de pouvoir progresser. Et puis, petit à petit, on a réussi, malgré nos faibles moyens, parce qu'à l'époque, on avait vraiment de très petits moyens à Boulazac. C'était tout nouveau. On a réussi malgré tout, et je suis encore en contact d'ailleurs avec pas mal de joueurs qui sont aujourd'hui en Pro B, en Pro A, même en National 1. Et c'est des garçons que j'ai vraiment accompagnés pendant 4, 5, 6 années. Et c'est ça qui reste le plus important. Donc le lien qu'on va créer humain, et pas seulement sur l'aspect sportif. Donc je pense qu'on a un rôle double quand on est sur ces postes-là. On a évidemment le rôle d'entraîneur, mais on a aussi un rôle d'éducateur pour accompagner ces jeunes joueurs qui sont en pleine évolution à cet âge-là. Et justement, du coup, tu vas évoluer au club. Comment ça se fait cette transition, bah, du centre de formation à être vraiment se reconsacrer à l'équipe professionnelle? Ah ben alors ça, c'est lié à l'arrivée de Claude Bergeau sur la saison 2016-2017, si je dis pas de bêtises, puisque oui, la montée est en 2017.
Et du coup, l'équipe pro va au bout des playoffs. Et Claude Bergeau donc prolonge son contrat. L'année d'après, on est en Pro A et me propose de basculer en tant qu'assistant coach à 100%, puisqu'il m'a vu travailler, il m'a vu évoluer, on a beaucoup échangé. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir m'accompagner pour pouvoir basculer un jour en tant qu'entraîneur pro. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était une année très riche. J'ai pas compté mes heures. Vraiment, j'ai travaillé d'arrache-pied là. On avait très peu de moyens. On se retrouvait avec Claude et moi-même sur l'équipe pro. On avait un staff qui n'était pas forcément très étoffé, mais par contre riche en termes d'expérience. Donc c'est intéressant parce que j'avais mon parcours de joueur, ma carrière qui a duré pendant 15 années, avec beaucoup d'enseignements à tirer. Et puis ensuite, c'est 7 années au centre de formation, plus le contact avec Claude Bergeau. Donc j'ai pris vraiment le temps de me former avant de prendre en main l'équipe en 2018. Et je me sentais évidemment beaucoup plus costaud et beaucoup plus armé pour affronter ces objectifs-là. Tu dirais du coup ton expérience de joueur t'a permis d'accélérer le processus de mieux comprendre le jeu. Ouais, il y a pas forcément de parcours initiatique. Voilà, dans ce cas-là, c'est le vécu, c'est l'expérience en fait qui prime surtout. Je pense qu'il faut savoir surtout prendre le temps, voilà, de se former. Je pense que certains anciens joueurs essayent de basculer très vite et peut-être trop vite sur une équipe professionnelle sous prétexte qu'ils ont joué pendant une dizaine d'années à haut niveau. C'est deux métiers complètement différents, c'est quelque chose qui s'apprend, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi au fond de soi. Encore une fois, comme je te disais, chez moi, je pense que c'est une vocation. J'ai toujours côtoyé le terrain. En ce sens, mon modèle, ça reste mon papa, qui a été un très très gros formateur, même dans un petit club à Aubenas, qui a entraîné jusqu'en National 3, National 2 aussi. Et en ce sens, c'est un vrai modèle. Et puis ensuite, j'ai pioché forcément dans mon parcours avec différents entraîneurs que j'ai pu côtoyer, en créant ma propre philosophie et en essayant de l'adapter aujourd'hui au basket moderne. Justement, ta philosophie, tu dirais que c'est quoi les premiers principes de jeu? Alors, en ce qui me concerne, je suis très porté sur la défense. Si vous n'avez pas un socle défensif suffisant, pour moi, vous serez une équipe automatiquement moyenne. Donc ça, c'est très important, mais on peut pas vous taxer de coach offensif ou de coach défensif. Aujourd'hui, le basket se joue de façon totale. L'un va pas sans l'autre. Si vous voulez être performant en défense, il faut aussi que votre attaque puisse performer. Donc l'important, c'est de trouver un équilibre aujourd'hui des deux côtés du terrain. Voilà. Tu l'as dit, quand tu vas être nommé head coach à Boulazac. Déjà, premièrement, cette intronisation, toi, tu l'as vécu comment? Et en plus de ça, bah, tu l'as vu vraiment au niveau et tu fais des très belles saisons. Alors, c'est quelque chose qui s'est construit parce que le BBD a souhaité se structurer. À l'époque, Claude Bergeau donc a basculé en tant que directeur sportif, ce qui était une première pour le club. Et on a à l'intersaison fait venir un préparateur physique. On a un kiné aussi à temps plein. Ça, c'est nouveau pour le club. Et donc, on a déjà un staff qui est quand même relativement intéressant pour un club à l'époque de la dimension du BBD en Pro A, évidemment. Je parle pas de la Pro B. La petite nouveauté, effectivement, c'est que à l'époque, on aurait dû descendre, parce que sur la dernière saison de Claude, en 2017-2018, on était condamné à la descente. Et finalement, Blois n'ayant pas eu l'agrément du centre de formation, on n'a pas pu évoluer donc en Pro A et on a été repêché. Donc la grande surprise, c'est de se dire que pour la première expérience, il va falloir évoluer chez les grands, avec un petit budget à Boulazac. Et ça a été une saison, sans doute la meilleure saison du BBD à ce jour, la saison 18-19, mais parce qu'on avait réussi un recrutement aussi de haute volée avec Kenny Sherry, mon Canadien, avec Nicolas De Jong, Akim Mitchell, et puis il y a Jean Passe, Travis Leslie, et puis les Français, Rémi Lesca, Jérôme Sanchez. Il y avait une forme de symbiose qui s'était installée dans l'équipe. On avait tous très faim, à commencer évidemment par le coach et le staff, et on avait vraiment envie de prouver des choses. Donc c'était, à ce jour, ça reste vraiment voilà, mon meilleur souvenir en tant qu'entraîneur, c'était cette première saison au BBD dans une ambiance folle au Palio. C'est l'expérience de head coach. Bah, tu l'as dit, là, c'est ta meilleure saison que tu fais. Par la suite, ça va un peu baisser dans les résultats. Et ton expérience, elle va s'arrêter en 2021. Cette première conclusion de chapitre de ta carrière d'entraîneur, vu que c'est la toute première, toi, tu la vis comment? Tu te dis quoi? Faut que je rebondisse directement après, c'est... Alors,
ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est que ça avait été une saison, la saison 2021, très particulière, parce Oui, que c'était la forcément. saison Covid. Donc, des salles désertes dans un contexte très particulier. Euh, on avait décidé de réduire un petit peu la voilure. Et je pense que, voilà, à l'époque, le club avait peut-être besoin de ce rebond, et on le voit encore aujourd'hui d'ailleurs dans les résultats depuis 3-4 saisons. Mais par contre, à titre personnel, j'ai pris ça euh, de façon positive parce que j'avais besoin de faire un break. J'avais pas stoppé, que ce soit ma carrière de joueur, j'avais tout de suite embrayé en 2010 et ça a été des saisons non-stop. J'ai pas arrêté. Donc du coup, j'ai essayé de prendre ça encore une fois du bon côté. J'en ai profité pour breaker, pour aller voir, me déplacer en Espagne notamment. Je suis allé visiter Andorre avec le coach Ibon Navarro qui aujourd'hui officie du côté de Malaga, qui est l'un des meilleurs coachs en Europe. J'étais allé justement à Malaga aussi, mais c'était pas Ibon Navarro à l'époque, aussi en immersion pendant plus d'une semaine. Donc voir un petit peu les méthodes espagnoles. Et puis je me suis baladé en France aussi, à droite à gauche. Je suis allé à Nanterre. Je suis allé aussi à Bourg-en-Bresse à l'époque. Laurent Legna m'avait accueilli aussi. Enfin voilà, donc on en profite pour se régénérer. Et puis ensuite, l'objectif, c'était de toute façon, je savais que je quitterais le club et le BBD, notamment pour mon envol. Je pense que on a besoin aussi de s'exporter quand on est entraîneur pour montrer qu'on peut évoluer dans un autre contexte. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Moi, au BBD, j'ai tout connu. Joueur, entraîneur du centre de formation, assistant et entraîneur de l'équipe professionnelle. Voilà. Donc, à un moment donné, même dans le regard des gens, c'est toujours un petit côté un petit peu particulier. Je pense que vous gagnez le respect aussi quand vous êtes capable de vous exporter et de réussir aussi dans un autre contexte. Et ça, c'était quelque chose chez moi très important, parce que je suis vraiment challenger, et j'avais la volonté de prouver aussi que j'étais capable de réussir ailleurs. Et c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de rejoindre le Champagne Basket, et notamment parce que j'avais porté les couleurs des deux clubs à l'époque pendant 4 saisons, d'abord à Châlons-Champagne, puis au Reims Champagne Basket, avant la fusion, l'association des deux clubs. Et voilà, le petit clin d'œil, c'était mon retour en tant qu'entraîneur. Juste avant de parler là de Champagne Basket, tu l'as dit, t'es allé en Espagne, t'as voyagé un petit peu. T'as découvert quoi en plus des nouvelles méthodes? Ça t'a apporté quoi, toi, dans ta méthode d'entraîneur? Alors ben, c'est toujours intéressant. Je crois que dans notre métier, c'est un éternel recommencement. Il faut être capable justement d'aller chercher et piocher des idées à droite à gauche. Il faut pas rester sur ses acquis, jamais, à aucun moment. Et je crois que c'est notre propre expérience, et essayer aussi, voilà, d'être un petit peu curieux dans les méthodes. On sait que le championnat espagnol est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, en tout cas le championnat domestique en Europe. Et puis on sait que ils ont en tout cas prouvé sur la scène européenne, notamment dans les résultats, que ce soit en Euroleague, en BCL et même en Eurocup, voilà, que ils avaient une recette pour performer. Et je parle pas, évidemment pas de l'équipe nationale qui nous a causé tant de soucis et de misère pendant des années et des années. Donc je voulais aller voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté des Pyrénées. Et j'ai été accueilli à bras ouverts. C'est des gens qui sont vraiment dans le partage et l'échange. Donc c'est des méthodes qui sont un petit peu différentes. On pouvait déjà observer aussi des effectifs, de par leurs moyens évidemment, mais des effectifs beaucoup plus étoffés, beaucoup plus profonds. Et ça, je pense que c'est le devenir et le futur du basket, y compris chez nous, pas seulement les gros clubs d'Euroleague comme Monaco, Lasvel et Paris, mais je pense que tout le monde va y venir, y compris en Pro B, où on aura davantage de joueurs à manager et des effectifs beaucoup plus importants. Justement, tu l'as dit, tu vas rebondir après directement à Champagne Basket. En Pro B, ce qui est intéressant, c'est que au moment où toi, t'es à Champagne, et bah, je trouve que c'est l'année où la Pro B évolue réellement avec enfin, des futurs gros clubs comme Saint-Quentin, comme Chalon. Toi, justement, quand tu arrives en Pro B, ça te fait quoi de voir ces gros clubs-là arriver, se développer? Mais on sentait déjà une montée en puissance qui est accentuée aujourd'hui de par la réforme de l'été dernier, avec cette Pro B à 20 clubs et la Betclic à 16. Donc forcément, vous vous retrouvez avec deux très bons clubs de Pro A sur l'étage inférieur. Donc à cette époque-là, on sentait vraiment une montée en puissance, mais on le sentait dans le côté aussi organisationnel des clubs, dans la volonté de se structurer. Aujourd'hui, on voit un nombre de projets, de salles, d'arénas qui se développent un petit peu partout. Il y a suffisamment de dossiers qui sortent chaque saison sur la volonté des clubs de monter leur budget, de monter les moyens, la masse salariale, et vous vous retrouvez avec des équipes de premier plan. Donc ça fait déjà depuis 3-4 ans
que la Pro B évolue dans le bon sens. Et du coup, c'est devenu un championnat qui est très, très, très dense et très compétitif. On le dit chaque année. Ça a été encore le cas cette saison comme jamais, évidemment. Mais c'était une volonté pour moi, de toute façon, de rebasculer rapidement, même si j'ai eu très peu de matchs sur la fin de saison de Pro A. Quand j'arrive au Champagne Basket sur la saison 21-22, on avait déjà la volonté de construire la future saison en Pro B. Justement, la Pro B, toi, c'est un championnat que tu as connu en tant que joueur. Comment, du coup, en étant entraîneur, tu vois son évolution encore plus de l'autre côté, toi? Ah ben, très clairement, chaque année, de toute façon, le niveau monte. Cette Ouais. année, c'est assez incroyable de voir Ouais. le niveau, l'homogénéité du championnat. Donc, vous avez augmenté le nombre d'équipes et vous avez moins de chances de monter parce que le 15e de Pro A participe à... Donc ça, c'est encore un autre débat et un autre sujet. Où là, pour moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi on n'est pas resté à 18 et 18. C'était voilà, deux championnats qui fonctionnaient parfaitement, même si évidemment on peut comprendre les attentes de la part des gros clubs d'Euroleague, notamment en termes de calendrier. Mais je pense qu'en Espagne, ils jouent aussi beaucoup. Ça les empêche pas d'avoir une division avec 18 équipes. Donc, j'espère que dans quelques saisons, on retrouvera ce schéma-là. Ce qui fait que le championnat de Pro B est très très intéressant, notamment pour certains joueurs français, les JFL qui se développent, les jeunes JFL. On retrouve de très bons joueurs. Cette saison, quand vous voyez un garçon comme Bastien Pinault, vous voyez des garçons comme Hugo Robinho, donc Bastien à Pau, Hugo Robinho aussi à Boulazac, et évidemment j'en passe. Bon, c'est les garçons qui devraient logiquement se retrouver sur l'étage du dessus. Donc ça a créé une forte densité. Moi-même ici à la Chorale de Roanne, on a Maxime Ross et Antoine Dio aussi. Donc voilà. Et du coup, bon, des joueurs qui étaient sous contrat l'an passé avec la descente qui sont restés parmi nous. Mais ça crée évidemment un niveau très très important. Mais voilà, je reste quand même, il y a un petit goût amer malgré tout de se dire que il me semble qu'il y a la place pour avoir au moins deux bons clubs sur l'étage du dessus en Betclic. Là, on risque d'attaquer cette fin de saison, le play-in d'abord et puis les playoffs avec le 15e de Pro A. Alors, tu faisais référence à mon passé de joueur, mais j'ai eu l'occasion de monter à 2 reprises avec la Chorale de Roanne en tant que joueur avec Châlons-Champagne. Et c'était à l'époque ce format-là, puisque le 15e de Pro A avait participé aussi au play-off d'accession. Mais à chaque fois, ils avaient été éliminés très tôt. Je crois que c'était une fois en quart de finale et une fois en demi-finale. Je sais qu'il y avait Besançon une saison, puis l'autre, je sais plus trop. Mais en tout cas, même le 15e de Pro A est pas assuré du coup d'aller jusqu'au bout. Voilà. Le petit bémol, c'est qu'ils vont participer. Les règles de participation sont pas les mêmes, puisque eux bénéficient de 6 étrangers, alors qu'en Pro B, on a 4 joueurs autorisés, 4 joueurs étrangers autorisés. Justement, toi, ta période, ta période à Champagne, pardon, elle va être intéressante pour moi. Tu vas avoir des bons résultats, mais il va te manquer le petit truc pour monter. Est-ce que c'est pas une déception de ne pas avoir monté avec Champagne? Ouais, quand on est compétiteur, la première année, ce qui est très rare, on atteint la finale d'accession, on perd au 3e match à Châlons après une série épique, on fait une très très belle saison. Saint-Quentin qui monte directement, Châlons 2e et on est 3e du championnat. On réalise des playoffs de très haut niveau. On a raté notre chance au 2e match parce qu'on réussit à s'imposer sur le match 1 à Châlons, un peu à la surprise générale. Et malheureusement, on passe à côté sur le match 2. Est-ce qu'on était en capacité de remonter et d'exister aussi à ce niveau-là? On sait que Châlons, avec ses moyens, son ambition très forte, ça faisait 2 ans qu'ils se retrouvaient en Pro B, donc ils ont réussi à remonter. Mais voilà, sur la ligne de départ, il y a énormément de clubs ambitieux. Et voilà, au final, il y en a que 2 qui montent et cette année encore moins. Donc on n'est pas certain justement d'aboutir. Il faut tout donner sans rien regretter. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir amené un titre parce que la 2e saison, on fait la finale de la Leaders Cup face à Vichy. On était évidemment en très très bonne position. On connaît le scénario des 30 dernières secondes pour remporter un titre. Donc j'aurais aimé remporter un titre sur mon passage parce qu'on a réalisé effectivement deux très belles saisons. Mais voilà, c'est le sport, il faut savoir avancer, rebondir et pas regarder dans le rétro. Justement, tu m'as coupé un peu l'herbe sous le pied, je voulais te parler de la Leaders Cup. Toi, tu l'as vécu comment?
Déjà, cette compétition, tu l'aimes bien ou pas? Moi, je l'adore, hein. Alors, le format a changé hein, cette année, il est différent. Encore une fois, on peut se poser la question à mi-saison de faire rencontrer les 4 premiers du championnat. Le format précédent, avec 18 clubs, était intéressant parce que la première phase, on s'en servait comme une grande répétition générale au niveau des matchs de préparation. Donc voilà, la première année, on est sorti des poules et on s'est quart de finale contre Lille. Et l'an passé, finalement, tout s'est bien goupillé. On retrouve Lille d'ailleurs en demi-finale quand on arrive à sortir. Et puis on se retrouve sur cette finale de Leaders Cup qui, pour moi, avait aussi un petit goût particulier puisque je retrouvais Guillaume, Vizade, et on avait vécu une émotion assez forte ensemble On va y venir après. l'été 2023. Tout le monde connaît aussi notre proximité avec Guillaume. Donc on savait que il y aurait un gagnant et un perdant. Donc c'était de toute façon une belle vitrine puisqu'on a vraiment assisté. Je pense que les gens assistaient à une belle finale de Pro B cette année-là. Et du coup, voilà, on a été en position de s'imposer. Mais voilà, le petit regret, il est là-dessus, c'est de ne pas avoir laissé une empreinte avec un titre, parce que je pense que sur les 2 ans, voilà, en termes de pourcentage de victoire, on était évidemment dans le haut du panier. Mais voilà, c'était comme ça. Justement, on va parler du coup de ta relation avec Guillaume Vizade. Quand tu l'affrontes en finale de la Leaders Cup, ça se passe comment? Vous vous êtes parlé avant? Vous discutez avant? Alors, on va pas sortir tous les tous les dossiers. Alors non, mais on était même en contact, voilà, pendant la semaine et la veille, on était dans le même hôtel. On s'est retrouvés autour d'une bonne bière avec Guillaume parce que voilà, on a la même approche. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on avait travaillé la semaine en vue du match et que quand on se retrouve, ça appartient aussi évidemment aux joueurs dans ce contexte-là. Le basket de l'un et l'autre, on n'a plus trop de secrets puisqu'on s'était déjà affronté en quart de finale sur la saison justement où on atteint la finale d'accession face à Chalon et on avait sorti Vichy au bout de 3 matchs aussi. Pareil, c'était épique. Alors chaque fois qu'on s'est joué ces 2 dernières saisons avec Guillaume et Vichy, ça a toujours été des matchs assez incroyables avec des scénarios assez incroyables. Donc voilà, on n'a plus trop de secrets l'un pour l'autre. Par contre, on était hyper satisfaits de se retrouver. D'autant plus qu'on avait remporté la médaille d'or avec les U20 en 2023. Donc on avait partagé une aventure humaine et sportive très forte. Et on a un lien évidemment important qui nous unit. Et je suis très heureux pour lui aujourd'hui, puisqu'il a réussi une belle première saison avec Le Mans, a remporté un titre aussi avec la Leaders Cup. Et donc voilà, pour moi, c'est important parce que voilà, dans ce milieu-là, on n'a pas forcément énormément d'affinités. Pendant la saison, on est pris aussi par nos engagements respectifs, mais ça ne nous empêche pas d'être régulièrement en contact, voilà, et de se souhaiter à chaque fois un bon match et surtout de souhaiter le meilleur l'un pour l'autre, quoi. Voilà. Justement, et du coup, justement, l'équipe de France, toi, comment ça s'est fait pour que tu rejoignes le staff de Guillaume? C'est Guillaume qui tout simplement a été nommé sélectionneur de l'équipe de France U20 après avoir été adjoint. Et vu notre proximité aussi, parce qu'à l'époque, il faut remonter quand j'étais à Boulazac et lui à Vichy, on se jouait fréquemment sur des matchs amicaux. Et du coup, on a créé du lien, on échangeait beaucoup autour du basket. Je crois que nos valeurs aussi sont les mêmes. Donc, on se retrouve dans beaucoup d'aspects, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. On a aussi un phrasé assez naturel et limpide l'un envers l'autre. Donc c'était quelque chose d'assez naturel. Et puis, c'est aussi la force justement de Guillaume que je pense aussi savoir s'entourer, en tout cas humainement, de gens en qui il a parfaitement confiance. Les compétences, c'est une chose, je laisserai juger évidemment à son niveau, mais je pense il avait fait un choix très fort au niveau humain, de s'entourer de gens qui vraiment allaient œuvrer ensemble pour aller chercher cet or. Voilà, et c'est Ouais, ce qui parce s'est qu'en passé. plus, dans le staff, le staff, il est beau. En plus de toi, il y a Bienvenue, il est beau le staff. Et oui, la saison précédente, c'était Michaelé aussi. Donc, il y avait c'est la première fois qu'il y avait 3 coachs professionnels sur un banc. Donc, ouais, on a tout ça pour partager notre expérience. Jonathan aussi, Nobou, qui est assistant de Sylvain Lautier, avec qui Guillaume a travaillé à Vichy. C'est aussi quelqu'un de grande valeur.
aussi bien sportive, mais surtout humaine. Donc voilà, et puis je pense à tous les gens qui nous entouraient, j'en profite, voilà, que ce soit le staff médical, notre team manager aussi qui était là avec nous. Non, c'est vraiment de chouettes moments, de chouettes souvenirs, et c'est une belle aventure à vivre. Voilà. Justement, juste rapidement, on va pas revenir dessus, mais l'euro du coup, c'est un de tes meilleurs souvenirs? Ouais, 2 € d'ailleurs du coup, parce qu'on a réalisé le doublé, ce qu'aucune nation n'avait réussi à faire jusqu'à présent. Donc c'est deux, comment dire, c'est deux compétitions un petit peu différentes parce que nos groupes étaient différents, les joueurs qui composaient les équipes étaient différents. Donc il a fallu s'adapter un petit peu. Donc on a vraiment vécu 2 étés, voilà, pas diamétralement opposés, mais en tout cas, voilà, il a fallu aller chercher d'autres leviers, notamment cet été, l'été 2024. Et en 2023, par contre, du début à la fin, voilà, je crois que l'équipe a marché sur l'eau. On est resté invaincu, que ce soit en préparation, que ce soit sur la compétition, et notamment avec Ilias qui a été Kamardine MVP, la découverte aussi Maxime Reynaud, mais tout le monde, je pense vraiment à tout le monde qui a réussi et qui a porté sa pierre à l'édifice. Donc évidemment, on repart avec la médaille d'or, mais ce que je retiens le plus, c'est réellement l'aventure humaine. Voilà, on s'engage pendant 6 à 8 semaines. D'ailleurs, il avait fallu, j'étais arrivé en retard au premier rassemblement, puisque justement j'étais sur le pont avec le champagne basket, et cette finale face à Chalon. Les gens s'imaginent pas, mais c'est assez épuisant, nerveusement, mentalement, parce qu'il faut s'engager après une saison à une 50aine de matchs et tout de suite rebasculer voilà, vers un autre objectif. Mais heureusement, on était tous ensemble, main dans la main, et on a vécu de très bons moments, encore une fois. Justement, toi qui est proche des jeunes joueurs, et comment tu vois l'évolution du championnat français qui fait de plus en plus confiance à ces jeunes joueurs? Ouais, je crois que la formation française a montré toute sa qualité ces dernières saisons. Je pense aussi aux filles, hein, pas seulement aux garçons, évidemment. Quand on voit les résultats des sélections l'été dernier, c'est quand même assez incroyable. Il faut se rendre compte un petit peu de ce que ça représente, parce qu'on a tendance parfois un petit peu à le banaliser, mais au contraire, il faut souligner le travail de la fédé et des clubs, et tout le monde œuvre justement dans ce sens pour essayer de sortir un maximum de joueurs de qualité. Aujourd'hui, notre formation est reconnue dans le monde entier. On le voit, beaucoup de joueurs sont draftés, pas seulement sur la potentialité en NBA. Après, il y a un autre sujet aujourd'hui qui fait l'actualité, c'est le départ de certains joueurs vers la NCAA. Donc ça, je pense que c'est une vraie interrogation aussi dans notre basket. Ce qui montre la qualité, encore une fois, de notre formation, mais qui peut rester fragile aussi vu le contexte actuel. Justement, c'était vraiment dans mon conducteur, c'est vraiment la suite, l'exode qu'il y a cette année, parce que là, ça, comme il y en a beaucoup, des prospects français qui vont vers la NCAA. Toi qui connais bien certains prospects, c'est quoi ta vision là-dessus et ton regard? C'est un vrai sujet pour moi. Les 2 derniers exemples en date là cette semaine, c'est Ilias Kamardine qui quitte la JDA pour justement partir en NCAA. Très récemment, Roman Domon aussi, qui était avec nous l'été dernier, quitte Gravelines. Je rappelle que c'est des joueurs qui sont quasiment à presque 20 minutes de temps de jeu en moyenne en Betclic. C'est quand même quelque chose d'énorme, et je pense que c'est la première fois qu'on assiste à ce type de départ. Donc moi, ça m'interpelle fortement, simplement parce que ce qui risque de se passer, c'est que les clubs, par l'intermédiaire des présidents, vont se poser la question de savoir quel investissement, quels moyens on met à disposition sur la formation. Aujourd'hui, l'équilibre, il se mesure sur l'économie des clubs. Quelle économie on va pouvoir développer autour de ça? Si un joueur que vous avez formé, il part pour 0 en NCAA, que les clubs n'arrivent pas à s'y retrouver, on sait très bien que du jour au lendemain, la formation risque d'en pâtir, et donc ça interpelle fortement. Ce sera quoi, pourquoi du coup la solution? Pas forcément la solution, mais pour freiner ça. Bon, c'est pas Thomas Andrieux qui a la solution, hein. Je crois que c'est un consensus qu'il faut réussir à trouver. Je sais que la Fédé et la Ligue sont conscients, évidemment, ils se sont rencontrés.
avec les différents acteurs du basket français, y compris des agents, pour essayer de trouver une solution. Mais encore une fois, ce sera tous ensemble. Voilà, l'économie et le financier, c'est le nerf de la guerre de toute façon. Donc, si vous formez des joueurs qui risquent de vous claquer entre les doigts du jour au lendemain, sans toucher le moindre euro, ben, ça risque à un moment donné de nous pénaliser. Donc, quid de notre formation, je vais dire, sur les 5 à 10 prochaines années. Voilà. On annonce un départ de la dizaine de joueurs, de prospects, vers la NCAA l'été prochain. Donc, forcément, ça pose question. Ouais. En signant à Roanne, toi, tu as signé jusqu'en 2027. C'était important que tu aies du temps pour développer le projet du club? Alors, important, oui, parce que quand vous descendez d'une division, j'ai eu l'occasion de le vivre. J'étais arrivé sur la fin au Champagne Basket pour préparer notamment la suite. Chaque fois qu'il y a une descente, c'est un petit traumatisme à l'échelle d'un club. Il ne faut pas imaginer que ce soit si facile, parce que ça veut dire que vous avez enchaîné les mauvais résultats. Ici à Roanne, il y a eu la descente l'année dernière, et même la saison précédente avait été un petit peu poussive. Donc, du coup, le club sortait de 2 saisons un petit peu difficiles et ponctuées par la descente. La priorité de la part des dirigeants, c'était de recréer un climat, un état d'esprit qui corresponde à la chorale de Roanne, ce qu'ils avaient connu pendant des années et des années. Donc, il y avait un gros travail à effectuer. Et du coup, avant de partir aussi avec les U20, la transition entre Champagne Basket et Roanne n'a pas toujours été très simple à distance, mais il a fallu trouver un staff qui réponde à ces critères-là. Il a fallu recréer une équipe quasiment de toutes pièces, puisque Maxime Ross revenait de blessure, d'une grosse blessure au tendon d'Achille, n'avait pas joué de la saison dernière. Antoine Dio se posait la question de savoir s'il allait honorer ou pas son contrat en Pro B. Donc, il a fallu qu'on recrée tout ça. Et ça prend un petit peu de temps. Donc, du coup, on a démarré par contre très fort cette saison-là. Et les gens ont cru que ça allait être facile. Mais la Pro B, c'est tout sauf facile. Il suffit de voir, il y a des surprises. Il y a des surprises tous les week-ends. Donc, du coup, l'idée, c'est d'être constant dans la façon de construire. Donc, le club a bien parlé de structuration, pas de restructuration, mais de structuration. Preuve en est, c'est que le club a officialisé l'arrivée d'un directeur sportif. Ils y travaillaient déjà l'été dernier pour m'accompagner aussi au quotidien. Et du coup, voilà, le club se développe et avance dans le bon sens pour, lorsqu'il y aura remontée en Dotclick, ben, le club sera armé à ce moment-là pour éviter justement de faire l'ascenseur et reproduire les erreurs qu'il a pu commettre par le passé. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les stats des joueurs cette saison avec Roanne, c'est qu'il y a vraiment un collectif. C'est-à-dire que je dirais pas que les stats ils sont tous pareils pour les joueurs, mais pour toi c'était vraiment une volonté de ta part Oui, que vraiment ce soit le collectif. oui, c'est toujours comme ça que je conçois un petit peu, notamment dans les équipes avec beaucoup de moyens. Champagne Basket, on avait un effectif aussi et des joueurs qui étaient assez référencés. Et je me vois pas jouer à 6 ou 7 joueurs. Il faut que tout le monde soit concerné. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de basket moderne, de basket total. L'intensité déployée aujourd'hui sur le terrain, dans n'importe quel niveau, fait que vous êtes incapable de jouer 25-30 minutes. Il faut être capable d'apporter des rotations. On a suffisamment parlé de l'exemple de Paris l'année dernière, mais voilà, c'était pas en suivant cet exemple-là, parce que j'avais déjà en tête la volonté de jouer avec un effectif profond et que tout le monde puisse répondre à ces attentes-là. Donc, ayant un effectif assez profond, ben, il faut que tout le monde se sente concerné. Donc, on a une force de frappe aussi. Ça nous permet justement, en vue des observations du scouting adverse, eh ben, de proposer différentes options d'un match à l'autre. Et ça, c'est intéressant sur la saison, sur la durée d'une saison. Avoir un relais comme Antoine Dio, c'est important pour toi? Ça t'apporte une sérénité? Oui, Antoine, alors il a connu quelques pépins là, Oui, depuis la forcément. fin décembre. Mais par contre, il a une culture de jeu et un QI évidemment exceptionnel, puisqu'il a connu le très très haut niveau, le plus haut niveau. Mais Antoine, c'est quelqu'un de très humble, très respectueux de la hiérarchie, et même en Pro B. Donc voilà, il est plutôt dans l'exemple, on va dire, voilà, que dans l'aspect vocal. C'est quelqu'un qui va vouloir montrer l'exemple dans la façon de s'entraîner, dans la façon de jouer aussi, de trouver l'action qui est juste au bon moment. Si c'est une passe à faire la bonne passe, si c'est à prendre un tir, il prendra un tir. Il est capable d'aller aussi apporter un conseil précieux auprès des plus jeunes joueurs. Donc c'est notre capitaine. On est très content et surtout
On espère qu'il garde une bonne santé jusqu'à la fin de la saison parce qu'il est très très important dans notre équilibre d'équipe. Toi qui parlais de Paris Baskets, au All-Star Game, tu as pu être à côté de Thiago Splitter. Déjà, Oui. ça s'est passé comment? Et vous avez pu parler basket? Même si c'est le All-Star Game, c'est Ouais. anecdotique, mais Ouais, alors pour la petite anecdote, je vais pas dévoiler les coulisses, mais Paris avait joué, je sais pas si c'était Barcelone ou le Real Madrid, la veille ou l'avant-veille du All-Star Game. Et justement ils ont programmé 2 petits créneaux d'entraînement la veille du All-Star. Et que ce soit Thiago et ses joueurs, TJ Short, il y avait Tyson Ward, Nadir Ifi, etc., etc. Ils sont arrivés un petit peu en retard parce qu'ils ont eu un problème avec leur avion. Et du coup, quand il est arrivé sur la séance d'entraînement. Il avait la tête encore un petit peu ailleurs et à son match. Donc voilà, on s'est salué, on s'est présenté. Il m'a demandé quel a été mon parcours. Donc c'est un ancien joueur, évidemment bien plus grande carrière que la mienne, mais je lui ai expliqué que j'étais aussi un ancien joueur professionnel. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très simple. On sent que pour lui c'était le coaching aussi, il découvre tout ça à très haut niveau après s'être formé en tant qu'assistant et ancien grand joueur de la NBA, ancien grand joueur international avec tout son vécu. Et donc on a passé un très bon moment ensemble. Et il nous arrive d'échanger un petit peu de temps à autre, maintenant, mais c'est vraiment quelqu'un humainement qui est très abordable. aujourd'hui, Thomas Andrieux, c'est Rohan, mais c'est pas l'équipe de France. Pourquoi? Alors, l'équipe de France sur les U20. Alors, c'est pas l'équipe de France parce que Guillaume, tout simplement, donc a décidé de prendre du recul puisqu'il va faire la Summer League avec les Clippers. On s'est posé la question de reconstituer encore une fois notre staff pour essayer d'aller défendre le triplé. Et puis ensuite, la fédération a échangé. J'étais en lice pour prendre le poste de sélectionneur et la fédération donc a décidé de confier les rênes à Michael E, avec qui je m'entends aussi très très bien. Et du coup, sur le rôle d'assistant, j'ai souhaité aussi moi un petit peu me préserver, donner du temps aussi donc à ma famille, à mon club. Comme je l'ai dit, je sors de 3 saisons consécutives, 2 étés consécutifs avec les U20, sans énormément de vacances. Donc j'ai pesé un petit peu le pour et le contre. Et cet été, j'ai décidé de prendre un petit peu de recul. Et même si on a échangé avec Mickaël sur cette possibilité-là de poursuivre aussi, chose que je me suis interrogé, j'ai préféré prendre un petit peu de recul cet été parce que on se croit et on se sent invincible. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on soit en capacité de se ressourcer, de récupérer un petit peu. Et tout ça parce que les saisons sont très longues, et en particulier cette année, avec ce marathon de 38 journées, et c'est pas fini, je l'espère. Cette saison, toi, c'est quoi tes prochains objectifs? C'est d'aller le plus loin possible, très clairement. On se refuse rien, évidemment. C'est tellement ouvert à chaque étage. Là, c'est de finir très fort les 3 derniers matchs de saison régulière. On a un enchaînement contre Nantes demain, puis Denain la semaine prochaine à la maison. Donc, c'est 2 victoires qu'il faut absolument cocher. Et puis, on termine à Fos-sur-Mer, qui va peut-être jouer sa survie comme l'an passé, puisqu'il s'était sauvé lors du dernier match contre Angers. Donc, on verra dans quelle disposition et à quelle place ils sont à ce moment-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire le plein pour rallier les playoffs. Et puis après, on sait bien que sur 3 semaines, les playoffs, tout est question de dynamique, tout va très très vite. Donc on est très performant à domicile. On a un bilan de 14 victoires et 3 défaites. Donc on est juste derrière Boulazac. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'à l'extérieur, on n'a pas réussi à s'exporter. Sur le top 8, on n'a pas réussi à glaner un précieux succès. Or, il faudra qu'à un moment donné, on soit en capacité, en play-off, sur des matchs de très forte intensité, très gros enjeux, d'aller s'imposer dans des salles difficiles et des salles hostiles. Et toi, à titre personnel, c'est quoi tes prochains objectifs de carrière? Alors, de façon très factuelle, je suis quelqu'un qui parle très peu de sa carrière déjà de joueur et de ce qui se passe dans le rétro. Je suis plutôt quelqu'un qui vit l'instant présent. Donc, moi, très clairement, je suis venu à la chorale pour ramener la chorale en Betclic. Voilà, on a ces 3 ans, on s'est donné 3 ans pour essayer de retrouver la Pro A. On va tout donner et essayer d'y arriver. Et puis ensuite, je suis assez fataliste. J'ai connu ma carrière de joueur.
Voilà, j'ai réussi à porter le maillot de 6-7 clubs différents. J'avais pas non plus de plan de carrière à ce moment-là. Pour moi, quand je pars à l'Asvel à 17-18 ans, déjà, j'étais content d'être au centre de formation de Villeurbanne. Il y a beaucoup de jeunes qui auraient voulu être à ma place. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu la chance d'en vivre. Moi, ça fait 30 ans que je vis déjà du basket. J'ai cette chance-là, j'en suis conscient. Si je peux apporter mon expérience, voilà, au club, à certains joueurs, c'est ce qui m'intéresse le plus. Comme on en parlait tout à l'heure, ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est d'échanger avec les joueurs que j'ai pu former, notamment à Boulazac. Aujourd'hui, voilà, Stéphane Gauthier, Lionel Godou à Chalon. J'ai récupéré Dylan Afomama qui est avec moi à Rouen, Alexandre Galenc à Toulouse. Enfin, j'ai un nombre incalculable de joueurs avec qui je suis encore en contact. Et c'est ce lien-là qui, pour moi, est le plus important. Donc voilà, quand je défends les couleurs d'un club, on le voit là, j'y mets tout mon cœur. Puis ensuite, voilà, on verra ce qui se passera, sans faire trop de plans sur la comète. Juste avant de conclure cet épisode, qu'est-ce que je peux te souhaiter du coup pour la fin de saison? Un maximum de victoires, de prendre du plaisir, voilà, de donner du plaisir aussi aux gens qui viennent à la salle, et puis de vivre de très bons moments, de belles émotions, et surtout de tout donner, de rien regretter. Voilà, le sport, c'est ça, vivre d'abord des émotions, tout faire pour essayer de gagner. Et bah, c'est ça que je vais te souhaiter. Merci Thomas Andrieux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Non, moi je suis coach. Moi je suis coach.